Donc salut les gars, on se retrouve dans Zone Rouge Podcast, le podcast donc de la préparation physique pour le MMA et autres. Donc on va aujourd'hui parler des mythes dans la préparation physique dans les sports de combat. Donc c'est quelque chose qui revient souvent, je reçois des questions en message privé sur Instagram ou que je vois dans les stories de certains combattants. Et donc du coup c'est tous des petits points que j'ai pris et que je vais décortiquer un petit peu aujourd'hui. Et, euh, et donc du coup, bah voilà, donc ici je suis toujours en vacances les gars, donc je fais ce podcast encore dans un autre setup, mais semaine prochaine, ce sera donc chez moi les podcasts et avec un setup un peu plus cool, quoi. Donc du coup, euh, j'ai préparé mes notes, donc j'ai noté les 7 thèmes qu'on va travailler ensemble, enfin que je vais vous aborder. Donc on va commencer par le premier, donc il faut être cramé à chaque séance de préparation physique pour le MMA par exemple. Donc pourquoi est-ce que c'est un mythe et pourquoi est-ce qu'on va voir que c'est pas forcément vrai? Donc en fait, comme quand tu pratiques du sport de combat, du MMA, du grappling, de la lutte, etc., en fait tu as généralement une grosse fatigue parce que bah, c'est des sports qui sont assez éprouvants et donc du coup, bah, mentalement tu t'es conditionné à ce que avoir des résultats est égal à s'entraîner dur. Mais s'entraîner dur ne veut pas forcément dire que tu es cramé à la fin d'une séance. Donc, il faut savoir que par exemple, si tu es combattant et que tu veux faire ta préparation physique, ben, tu vas te mettre de la force dedans, parce que c'est une qualité principale, etc. Donc, le travail de force, sur le moment T, tu n'es pas fatigué. Tu soulèves tes charges, c'est lourd, etc. Et tout, tu prends ton temps de repos qui est assez long, et donc du coup, ben, tu soulèves, tu n'es pas forcément fatigué, mais ce n'est pas pour autant que ton système nerveux n'a pas pris un coup. Et donc là est la partie la plus intéressante parce que, en fait, en faisant des choses lourdes, ben, la fatigue n'est pas directement ressentie, pourtant tu as une énorme fatigue sur le système nerveux. Donc, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ta séance de prépa, tu vas faire sous les terres lourds par exemple, et tu vas pas être hyper fatigué. Et après, du coup, tu vas faire beaucoup de volume, tu vas envoyer une grosse caisse sur la fin de la séance parce que tu n'es pas fatigué du début. Et donc, du coup, bah, ton système nerveux, il va mal récupérer et tu vas endommager tout ça, tu vois. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec considération, savoir bien planifier. Bah, quand tu travailles de la force, peut-être, si tu fais toute une séance de force et enfin tu finis qu'un cardio, bah, tu vas réduire l'intensité du cardio. Tu vas peut-être moduler le volume de ta séance pour éviter d'avoir de l'intensité et du volume dans la même séance. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération, c'est dans ta planification. Il faut, bah, soit tu fais de l'intensité, soit tu fais du volume, soit tu fais un mix des deux, bah, alors du coup tu réduis quand même l'intensité et tu réduis le volume, tu vois, donc il faut bien gérer. Mais mettre full intensité, full volume, bah, tu es sûr et certain de te cramer et de te blesser, etc., de mal récupérer. Et donc du coup, si tu as un mauvais sommeil, une mauvaise alimentation, bah, c'est sûr que tu ne vas pas tenir sur le long terme. Donc, le premier point, c'est bah, d'éviter de t'entraîner à l'association. En gros, c'est pas parce que tu es fatigué que tu as bien travaillé, et c'est pas parce que tu n'es pas fatigué que tu as mal travaillé. Moi, avec mes combattants, j'ai par exemple le jeudi, c'est le jour où je vois de grosses intensités en termes de cardio. Bah, du coup, le deuxième entraînement sur la semaine, bah, je réduis l'intensité sur le cardio et bah, j'augmente toute cette intensité, tu vois. J'essaie de varier de cette façon-là. Donc, ça c'était pour le premier sujet. En deuxième sujet, bah, il faut éviter de faire de la musculation parce que sinon ça va te rendre lent. J'ai été dans ce cas de figure-là, les gars, je fais du sport de combat depuis 16 ans, si je dis pas de bêtises, j'ai commencé à 11 ans, j'en ai 27, donc ouais, 16 ans. Euh, bah, bien sûr, mes coachs à l'époque bah, n'avaient pas les connaissances, etc., c'est pas leur faute. Et c'est ce qu'on disait aussi, la musculation, ça rend lent, t'as déjà vu un bodybuilder frapper, c'est une nana, etc. Bien sûr, le bodybuilding n'est pas quelque chose à prendre en considération. Nous, ce qu'on fait, c'est de la préparation physique. Donc, on va travailler les qualités athlétiques pour rester puissant, prendre en masse musculaire, développer la force et développer la vitesse et le cardio, forcément. Et donc, du coup, ben, c'est pas parce que tu fais de la musculation, entre guillemets musculation, que ça va te rendre lent. Si je prends l'exemple, par exemple, enfin un des exemples que je préfère, c'est regarde les sprinteurs, Usain Bolt, etc. et tout, c'est des personnes qui ont des physiques impressionnants pour leur poids, et bah, c'est l'homme le plus rapide, tu vois. Donc, si tu pratiques ton sport et que tu fais de la préparation physique sur le côté intelligemment, de travailler en amplitude complète, de travailler par exemple sous format tempo, de toujours garder la qualité de vitesse en intention, et ben tous ces trucs-là vont te permettre de continuer à être rapide
et en même temps développer ta masse musculaire. Donc tout dans ta préparation physique doit être une intention. Si tu t'entraînes avec une intention du coup de prendre en muscle et de faire que de l'hypertrophie toute ta séance, directement ça ne va pas te ralentir. Indirectement dans les mois, années à venir, forcément. Mais si tu mets 2 séances de préparation physique sur ta semaine, que tu t'entraînes 5 fois semaine en kickboxing, ce n'est pas tes 2 entraînements sur la semaine de musculation et préparation physique qui vont te rendre lent. Donc du coup, c'est toujours une question de gérer l'intensité, le rythme et le volume et l'intention que tu mets dans tes entraînements. Donc c'est quelque chose maintenant qui commence à se perdre parce qu'on voit beaucoup de combattants MMA qui font de la préparation physique, donc vous en faites, mais c'est toujours des choses qu'on me dit en général quand, par exemple, on veut travailler la force. On dit, ah, mais si je travaille la force, je vais devenir lent. Ben non, parce que lorsque tu travailles la force, tu soulèves donc relatif, donc la charge est lourde, donc tu vas la soulever lentement. Donc là, on est d'accord. Mais si tu mets une attention de vitesse lorsque tu soulèves ta charge, même si elle est lente, hein, ça ne va pas changer forcément, mais la contraction de tes fibres va être différente. Et donc du coup, tu as toujours un stimuli de développement de la vitesse, même si tu ne le fais pas de la vitesse à l'heure actuelle, tu vois. Mais mentalement et d'un point de vue nerveux, c'est ce qui va se faire. Donc du coup, c'est toujours une question, comme je l'ai dit, d'attention et de gestion de la charge. En troisième, est-ce qu'il faut courir longtemps pour avoir du cardio? Ça, c'est quelque chose qui est très controversé. C'est un sujet un petit peu... il y a du pour et du contre dans les deux cas de figure. Si tu te limites à faire tous tes footings d'1 heure par jour, tous les matins, comme le gars de la boxe anglaise par exemple, c'est comme ça que tu auras un cardio. Parce que là, tu travailles de la zone 2. Quand tu combats, tu es plutôt en zone 4, zone 5. Tu vois. Donc, tu ne développes pas les qualités qu'il te faut. Inversement, si tu es combattant et que tu ne travailles que sur du format sprint, tu n'es pas dans le bon non plus. Mais il faut gérer les choses. Je crois que le thème de ce podcast, ça va être la gestion de l'entraînement et de la charge. Hein, mais moi, avec mes combattants, comment je travaille, ce que je fais, c'est que je leur planifie une fois semaine du travail de zone 2, course à pied ou vélo. Moi, je ne suis pas un fanat de la course à pied pour les combattants parce que ça c'est traumatogène. Maintenant, si le mec il kiffe la course à pied, il y va. Sinon, vélo. Ça, c'est le développement de la zone 2. C'est un truc qui est cool. Tu vois, quand tu vas courir, tu te mets dans le mindset. C'est un peu une genre de préparation mentale. Tu vois, tu fais quelque chose que tu n'aimes pas forcément, quelque chose de dur. Tu vas te dépasser, etc. Donc, c'est quelque chose qui est positif pour le combattant. En plus, la zone 2 te permet d'augmenter ta capacité d'entraînement. Donc, en travaillant la zone 2, tu peux te permettre de rajouter des entraînements sur ta journée, par exemple. Pas directement, mais si tu fais 2 fois semaine, 2 entraînements par jour en zone 2, ça te permettrait d'en faire 3 par après. Et après, pouvoir intégrer, je sais pas moi, du pied-point en plus, etc. Donc, pour augmenter la charge d'entraînement, il est intéressant d'augmenter le travail en zone 2. C'est quelque chose de cohérent. Mais c'est pas ça qui va te faire, pendant le combat, avoir plus de cardio. Ça, c'est faux. Par contre, ça va t'aider à mieux récupérer entre les rounds parce que ton cœur va mieux pomper pour avoir justement cette énergie et cette récupération et donc du coup pouvoir redescendre le rythme cardiaque pendant ta minute de repos. Donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant de travailler, mais c'est pas en faisant que ça que tu vas avoir du cardio pour le sport de combat. Tu vois la nuance. Donc moi bien sûr je te dirais entre 1 et 2 sorties de zone 2 et une sortie d'accélération sprint par exemple. Et c'est déjà largement suffisant. Tu n'as pas besoin de courir tous les jours, etc. pour avoir un bon cardio dans les sports de combat. Donc la course à pied, c'est bien. La course longue, c'est bien. Mais il faut nuancer les gars. Quatrième chose que j'aimerais bien vous parler, donc c'est les personnes qui font du crossfit en pensant que c'est de la préparation physique. Il y a le CrossFit a révolutionné énormément de choses. J'avais fait un réel, malheureusement le son il s'est fait ban parce que j'avais une musique et le son était sorti. Mais le CrossFit a amené énormément de bonnes méthodes à la préparation physique, l'haltérophilie, l'AMRAP, les MOM. Généralement c'est ça que j'utilise. Donc c'est des choses qu'ils ont ramenées et qui viennent du CrossFit. Bon, l'haltérophilie, ça n'avait pas du CrossFit, mais ça a permis de la rendre un peu plus universelle, car ils ont ajouté tous les dérivés un peu plus simples, parce que l'haltérophilie est un truc assez technique.
Désolé les gars. Alors du coup, l'haltérophilie est quelque chose d'assez technique. Et donc du coup, ils ont ramené par exemple le double snatch, etc. Bref. Et donc du coup, l'erreur là-dedans, c'est de penser que faire un WOD va te permettre de développer, du coup, enfin, te faire une préparation physique. C'est ce qu'ils ont un peu inventé, hein. Ils ont dit euh, la préparation fonctionnelle, mais c'est un terme qui veut tout et rien dire, c'est un peu gaze, hein. C'est la préparation fonctionnelle, genre du mouvement, du jour, etc. et tout. Bref, c'est pas intéressant. La- Quand tu fais du CrossFit, pourquoi est-ce que c'est pas compatible avec les sports de combat? C'est que les planifications sont anarchiques. Donc, lorsque tu vas dans un WOD de CrossFit, le mec, il ne s'adapte pas. Est-ce que tu fais du sport de combat ou pas? Il a son WOD du jour, tout le monde fait le même, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que tu vas faire un WOD que tout le monde va suivre, mais ils vont se mettre une cartouche. Un WOD de CrossFit, c'est se mettre une cartouche. Mais derrière, tu auras potentiellement peut-être un deuxième entraînement sur la journée, ou alors un entraînement le lendemain, où tu vas te mettre une cartouche dans le sport de combat. Parce qu'on sait tous que les coachs de sport de combat, ben, c'est ce qu'ils font. Ils t'allument, et derrière, si tu ne gères pas cette intensité, tu es tous les jours dans une zone rouge. Donc du coup, ben forcément, tu vas arriver à te blesser. Tu vois, c'est genre, tu peux pas, vous voyez, tu es sur l'autoroute, tu es avec ta voiture, tu es sur l'autoroute, tu es à 7000 tours. Bah, et à un moment, tous les jours, elle va péter. Tu vois, le moteur, il va lâcher, c'est normal. Et bah du coup, ton corps, c'est ta voiture. Si tu ne mets pas de temps en temps, bah, il faut la tirer. Donc les jours d'entraînement de MMA, par exemple, tu la tires. Mais les autres entraînements, il faut aussi descendre un petit peu à l'intensité, tu vois. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, c'est normal. C'est une gestion de la charge d'entraînement et d'intensification. Et donc du coup, bah, les préparations physiques des CrossFit pour le sport de combat, il y a aussi le principe de bah, tous les mouvements d'haltérophilie. Un combattant, etc., il a déjà des problèmes de mobilité généralement au niveau des épaules et on va te faire du snatch par exemple, ou certains mouvements, ou du keeping, etc. Mais jamais tes épaules vont tenir. Donc tu vas encore plus potentiellement te blesser. Ensuite, le CrossFit, c'est un sport qui se pratique qu'en plan frontal. Et donc du coup, tu vas pas dans tous les plans. Par une préparation physique, dans un sport de combat, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens hauts niveaux de CrossFit. Quand ils ont fini leur carrière, ils commencent à faire du jiu-jitsu brésilien. C'est un peu la mode, etc. Le grappling, le JJB, ils en font. Chaque fois que tu as un mec chaud dans les sports du CrossFit et qui transitionne, il se fait les croiser. Pourquoi? Parce que il n'est pas habitué à avoir des rotations, des mouvements de rotation, parce qu'il travaille que dans un plan frontal. Donc frontal est égal face à toi. Il y a le plan sagittal et le plan transversal. Tu vois, c'est les trois plans qu'il y a. Et si tu ne vas pas dans tous les angles, si tu ne prépares pas ton corps à aller travailler dans tous les angles, bah forcément tu augmentes ta capacité de blessure. Donc, bref, tout ça pour vous dire que c'était un point qui était important, mais que le CrossFit ne va pas du tout avec le MMA. Maintenant, des méthodes, comme je vous expliquais, MOM, AMRAP, des dérivés de l'haltérophilie, bah, sont pas mauvais pour le sport de combat. Ça, c'est à prendre en compte. Mais une préparation physique doit être faite pour ton sport. Le CrossFit est un autre sport. C'est comme si tu faisais du foot et du MMA. Tu vois, c'est pas compréhensible, enfin, c'est pas logique, tu vois. Donc du coup, voilà. Ensuite, faut-il travailler spécifique à chaque séance? Moi, ça, les gars, je suis pas forcément fan. Et d'ailleurs, dans le spécifique, ça veut tout et rien dire aussi. Euh, le spécifique directement du visuel à l'entraînement en préparation physique, pour moi, c'est pas intéressant. Euh, c'est pas parce que le mouvement ressemble à ta discipline qu'il est forcément bon pour toi. Des fois, certains mouvements peuvent ressembler à ta discipline et être très intéressants. On peut apprendre par exemple le Landman Punch, etc. Le Zercher Good Morning, par exemple. C'est des mouvements qui, visuellement, tu as l'impression d'être spécifiques. Mais c'est pas forcément pour ça qu'on le travaille, tu vois. C'est les qualités athlétiques et les renforcements musculaires, est-ce qu'il travaille avec tes antagonistes, etc., tu vois, à ta discipline pratiquée. C'est tout ça qu'on va prendre en considération et qu'on va adapter. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et qu'on va adapter à ta préparation physique. Donc du coup, c'est pas parce que c'est pas spécifique que ça fonctionne pas et c'est pas parce que c'est spécifique que ça fonctionne. Euh, Souvent, un athlète, on va même pas parler d'athlète justement,
Un combattant amateur, un début pro ou même un bon pro par exemple, hein, eh ben, ils ont souvent des lacunes en termes de ratio, de force par exemple. Et pour moi, d'abord tu renforces à fond ta PPG, préparation physique générale, et ensuite tu vas travailler sur ta PPS, préparation physique spécifique. Mais tout dépend de ta périodisation, comment est-ce que tu te mets en place. Moi par exemple, on a un combat dans 3 mois. Premier mois, je vais faire par exemple un bloc de puissance. Deuxième mois, je vais faire un bloc de vitesse. Enfin, non, du coup, premier mois, un bloc de force. Deuxième mois, un bloc de puissance. Troisième mois, le mois du fight. On va faire un développement de la vitesse. Et les cardio vont être très spécifiques à ta discipline. Avant ça, les cardio vont être très peu spécifiques. On va envoyer de l'intensité. On va envoyer. Bah, bien sûr, le cardio ressemble quand même au sport de combat. Mais c'est pas forcément ça qu'on va faire. On va essayer de faire, je sais pas moi, de la gestion de répétition de sprint, tu vois, avec la bike. On va faire du all-out. Combien de temps tu arrives à tenir une intensité donc maximale, tu vois, pour permettre de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et on va faire l'anaérobie lactique, etc. Tu vois, on va travailler un petit peu tout ça, mais pas forcément spécifique. Et puis on va se rapprocher du combat les 3 dernières semaines. Et là, moi, j'arrête les cardio hardcore sur le vélo, etc. Et tout. Et là, je commence à mettre en place généralement du plus spécifique. Sac de frappe, asso bike sac, circuit qui ressemble au sport de combat, des mini sparring en cardio, etc. Tu vois. Donc, c'est à ce moment-là que je commence à spécifier mon entraînement. Mais la musculation, elle est très peu spécifique parce qu'on cherche à développer des qualités athlétiques et pas la force dans un mouvement spécifique. C'est-à-dire que si, imaginons, je focus sur un mouvement, je sais pas moi, renforcement de high kick, je fais quoi? Je mets un poids sur ta jambe et je te renvoie faire un high kick. Je mets un élastique derrière qui te tient et t'envoie un high kick. C'est pas cohérent, les gars. Il faut comprendre que c'est pas parce que ça ne ressemble pas à ton mouvement que tu ne développes pas les qualités athlétiques pour pouvoir être performant dedans. Donc, alors, est-ce qu'il faut tout travailler dans chaque séance? Donc, ça, les gars, c'est un truc à voir. Donc, tu as deux façons de voir les choses. Soit tu travailles de façon ondulatoire, soit tu travailles de façon linéaire. Ondulatoire égale travailler toutes les qualités athlétiques dans une séance. Linéaire, développer une qualité athlétique, entre guillemets, au détriment des autres. Maintenant, moi, dans ma façon de voir, même quand je fais du linéaire où je me focus sur une qualité athlétique, je mets un rappel pour éviter de réduire les autres qualités athlétiques. Alors tu ne les développes pas forcément, mais tu n'en perds pas les qualités. Et donc du coup, tu augmentes peut-être de 10% ton ratio de force et tu stabilises les autres. Ça, c'est le but. Parce que tu pourrais peut-être augmenter de 12% ou 13-15% tes ratios de force, mais peut-être perdre 3-4% en vitesse et en puissance. Pour moi, ce n'est pas cohérent. Pour moi, le plus intéressant, c'est de au moins limiter la casse et augmenter une chose, ou alors tout travailler ensemble et du coup, si tu travailles tout en ondulatoire, tu vas développer 3% la force, 3% la vitesse, 3% la puissance. Voilà, tu développes plus lentement les choses, mais par contre, tu développes tout constamment. C'est deux façons de faire les choses, mais par contre, même en faisant comme ça, tu ne sais pas tout travailler non plus en même temps. Tu ne vas pas faire travail de pliométrie pour ta vitesse, travail de force, travail de puissance, travail de vitesse, membre supérieur, travail d'endurance musculaire au niveau, du coup, je sais pas où tu veux, membre inférieur ou membre supérieur, accessory work, cardio, c'est trop. C'est trop. Ton corps, il peut pas suivre tout ça. Tu vois, là, tu as 7 blocs de ta séance. C'est pas cohérent. Et encore, on devrait rajouter aussi les abdos. Donc, laisse tomber, tu vois, c'est trop. Mais tu vas peut-être te dire, OK, pendant 2-3 semaines, je développe ma puissance et ma vitesse, tu vois. Ou ma force et ma vitesse. Au final, ça résolu sur la puissance, mais c'est un peu plus cohérent, tu vois. Mais te dire vraiment, je vais tout travailler dans la même séance et tu rajoutes un accessory work, je sais pas, de l'endurance musculaire par exemple. Donc, tu as fait force, vitesse, endurance musculaire, cardio. Cardio à chaque séance. Enfin, ça dépend de ta planification, donc prenez ça entre guillemets. Mais moi, j'en mets presque à chaque séance. Du coup, tu es là, tu as fait 4 blocs dans ta séance.
ça reste beaucoup plus cohérent que d'en faire 7, tu vois. Donc, c'est bien d'arriver à travailler toutes tes qualités athlétiques, de te rendre compte qu'il ne faut pas que tu perdes là-dessus, mais faut pas non plus vouloir tout faire. Sinon, ta préparation physique, elle ressemble plus à rien. Tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus rien. Si tu mets pas d'intensité ou de volonté dans ta séance, il n'y aura aucun résultat bénéfique autour de ça. Ensuite, on va faire donc le dernier point que je voulais parler avec vous, c'est l'âge pour travailler en préparation physique. Donc, c'est pas parce que voilà, on dit la musculation bloque la croissance, etc. Bah non, ça s'est prouvé maintenant depuis des années via des études scientifiques que ça ne bloque pas la croissance. Et en fait, plus tôt tu te mets à la préparation physique, ça peut être allez, 12, 13, 14, 15, 16 ans, tu vois, tous ces âges-là, ben, en fonction, tu vas développer certaines choses. Tu es très jeune, on va travailler du coup l'apprentissage technique. On va pas charger forcément hyper lourd, mais on va t'apprendre à maîtriser parfaitement les mouvements. Parce que si tu commences la préparation physique à 20 ans, 21 ans et que tu n'as jamais fait de musculation avant, ben du coup l'apprentissage des mouvements va être compliqué. Donc peut-être que pendant 6 mois pour apprendre tous les mouvements bien, à aller bien les exécuter, eh ben, tu vas pas forcément développer des gains. Donc c'est pour ça que l'haltérophilie, par exemple, c'est un truc qui est hyper intéressant, mais je travaille qu'avec les jeunes. Parce que je ne sais pas apprendre à faire un vrai power clean à un combattant qui a 25 ans et qui n'a jamais fait de musculation. Par contre, tu es jeune, tu as 16 ans, 17 ans, etc. et tout, tu viens avec moi, d'office, on va avoir une partie apprentissage sur l'haltérophilie. Parce que tu as le temps d'apprendre et le temps de développer des qualités athlétiques. Donc, on va apprendre, enfin, la vision des choses va être différente. Mais plus tu es jeune et plus tu commences la musculation et la préparation physique, plus tu prépares ton corps pour mieux évoluer et avoir des gains plus rapides et des apprentissages techniques plus cohérents. Donc, pour moi, plus jeune tu commences, mieux c'est. Euh, alors, bien sûr, les préparations physiques vont être adaptées parce que bah, un jeune de 14 ans ne va pas faire la même chose que quelqu'un de 22 ans. On va peut-être pas travailler la force de la même façon. On va travailler plus de poids du corps avec tempo. On va travailler légère charge, gros volume par exemple, et un tout petit peu de force, tu vois, pour développer quand même la qualité et la faire. euh, allez, comment expliquer ça? Donc on va la développer et que pour que ton corps s'adapte à ça, tu vois. Et donc du coup, voilà ça, avoir des adaptations physiologiques à ce niveau-là. Donc, c'était à peu près tout à ce niveau-là. Donc, je vous ai parlé un petit peu des 7 mythes dans les sports de combat qu'on dit souvent autour de la préparation physique. Donc, attendez, je regarde bien si j'ai fait les 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Ensuite, je vous avais dit, les gars, posez-moi des questions et j'y réponds dans un podcast. Là-dessus, j'ai oublié, donc je n'ai pas préparé. Mais c'est pas grave, j'ai récupéré les questions. Alors, je vais en sélectionner deux, je pense. Alors, quel genre de préparation physique pendant la Fight Week? Donc, du coup, pendant la Fight Week, moi, je vous recommande ça dépend si tu es amateur ou professionnel. Si tu es amateur, moi, je te recommande, du coup, de faire une séance 2, 3 jours avant le fight, où tu vas faire une séance pré-compétition. C'est très compliqué à planifier, mais tu vas mettre de l'intensité, tu vas travailler ta vitesse, membre inférieur, membre supérieur, un petit peu de puissance, et un petit rappel cardio. Donc, ça va être la chose la plus importante à développer pour, en fait, avoir des adaptations le jour de ton fight. Mais pour faire ça, il faut que tu réduises énormément l'intensité, le volume, excuse-moi, de ta séance, mais que tu augmentes l'intensité. Donc, la séance, ça va peut-être être 2-3 séries d'un exercice, mais tu vas mettre une grosse intensité d'un coup, tu vois. Pas forcément en charge, mais en vitesse. Et tu vas mettre un long temps de repos quand même par rapport à l'habitude sur la vitesse, tu vois. Tu vas mettre peut-être 2 minutes 30, hein. Et donc, du coup, tu vas faire peu d'exercices, grosse intensité, un rappel cardio, et hop, tu pars ensuite bien te reposer. Et normalement, le jour de ton fight, si la gestion de la charge
a bien été faite, tu vas être en pic de surcompensation. Parce que les gars, en fait, en gros, quand tu t'entraînes, ton corps, il n'aime pas ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le corps n'aime pas la difficulté, du moins. Quand tu vas t'entraîner, tu vas aller en fatigue, donc tu descends dans le graphique, et après, tu vas avoir un pic de surcompensation. C'est la périodisation la plus compliquée à faire. Donc les gars, je vous explique comment faire, mais voilà, ça reste compliqué. Tu vas avoir donc du coup un pic de surcompensation le jour de ton entraînement. Donc si tu gères bien la planification et les stimuli dans la séance, ce que tu vas avoir, c'est que du coup, le lendemain de ta séance, tu vas être un peu plus fatigué et le surlendemain, par exemple, si tu fais l'entraînement le jeudi, que tu combats le samedi, tu vas avoir un pic de surcompensation et ça va te faire développer un petit peu ta vitesse ce jour-là. Parce que ton corps, lui, ce qu'il aura retenu, c'est qu'il a retenu que jeudi, il a eu du mal à la séance. Il a eu du mal à dépasser rapidement cette charge. Et donc, du coup, bah, quand tu vas vouloir reproduire le mouvement de ce qui s'est passé, bah, ton corps, il va envoyer plus d'influx nerveux pour justement avoir plus facile à faire ce mouvement-là. Et là, par exemple, cette séance-là, c'est de l'entraînement spécifique, un peu plus d'entraînement spécifique en tout cas. Donc, moi, c'est comme ça que je travaille. Il y en a qui travaillent donc pendant la Fight Week en préparation physique, un entraînement début de semaine, avec un cardio, par exemple un 12-48 sur la bike, genre qui fait ça le lundi ou le mardi, et il a le combat le samedi, tu vois. Moi, ça, je suis pas forcément fan. Je dis pas que c'est bon ou mauvais. C'est juste que moi, j'aime pas planifier comme ça. Je me dis qu'en vrai, on a déjà fait le taf pendant tout le temps en amont. C'est pas un entraînement un peu plus dur la semaine de la Fight Week qui va te permettre de performer le jour J. Par contre, un entraînement bien paramétré qui te permet d'avoir un pic de surcompensation et, je sais pas, tu mets un middle sur une seconde, c'est très long. Bah, tu vas le mettre avec 0,5 secondes en moins. Tu vois, c'est un détail, mais par exemple en anglaise qui se ressent énormément. Donc du coup, moi j'ai fait ça avec tous les combattants amateurs. Avec les combattants pro, c'est un peu plus compliqué à planifier parce que le jeudi, c'est le jour du cutting. Donc du coup, si 2 jours avant, tu fais le cut, donc généralement, ils ont pas de prépa physique, quoi. Alors, euh, gérer perte de poids et être explosif à l'entraînement. Alors, tout dépend du déficit que tu vas infliger déjà. Plus ton déficit va être dur, plus l'entraînement va être dur. Ça, c'est cohérent. Euh, mais si tu gères bien tes apports, que tu régules, que tu mets tes glucides à l'approche de ton entraînement, etc., normalement, tu ne devrais pas être en trop gros perte d'énergie. Il faut savoir que, après, ça dépend des gens, hein, parce que c'est pas universel, hein, la nutrition, c'est très personnel. Mais moi, par exemple, enfin, je ne vais pas prendre un exemple seulement parce qu'il est contradictoire à ça, mais généralement, le soir, tu n'as pas besoin de glucides si tu es en sèche. Parce que tu vas aller dormir, il n'y a aucun intérêt. Par contre, si tu t'entraînes le matin et le soir, bah, les glucides au matin et à midi peuvent être plus cohérents. Donc, à toi de réguler en fonction de ce qui fonctionne chez toi et tes besoins en termes d'entraînement. Donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est de mieux gérer l'apport en glucides avant tes entraînements. Si tu n'as pas de combat de prévu ou si tu as un combat de prévu dans longtemps, bah, commence ta diète plus tôt pour éviter d'avoir une diète trop basse en calories et donc du coup de te fatiguer beaucoup plus. Surtout que tu es une fille, enfin c'est une fille qui pose la question, bah, il y a tout un système hormonal qui est différent. Donc ça, faut prendre aussi en considération pour éviter bah, du coup d'avoir un trop gros pic de fatigue, etc. Donc, moi, ce que je dirais, c'est gestion des glucides un peu plus avant les entraînements et un déficit contrôlé, pas trop intense, de s'y prendre un peu à l'avance. C'est ce qui te permettra du coup d'être plus effectif lors de tes entraînements, quoi. Donc, ici, on a fait le tour pour aujourd'hui. J'ai encore des questions, mais je les poserai enfin, la prochaine fois. Donc du coup, les gars,
C'est mon deuxième podcast, donc n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai mis un canal de mon Instagram, donc je vais souvent mettre des questions dans le canal. Le temps que je fasse un petit form, je mettrai un petit Google Doc dans le lien pour avoir toutes les questions qui se répertorieront. Oula, vous avez compris. Euh, et on va. Et ouais, donc du coup, tu auras toutes les questions, donc tu pourras poser des questions dedans. Et à chaque podcast, voilà, ça devient long là. À chaque podcast, je vais répondre à deux, trois questions, on verra un petit peu du temps. Les premiers podcasts, je ne sais pas de les faire trop longs. Après, à mon avis, les sujets seront un peu plus complexes. Donc du coup, je prendrai un peu plus de temps d'y répondre, etc. Et le temps que je m'y fasse aussi au podcast, hein, c'est des trucs, je parle de tous les cas, je parle des sujets que je maîtrise. Et j'essaie toujours d'argumenter avec allez, des anecdotes personnelles, donc avec mes combattants, moi-même, etc. Et comme ça, moi, vous pouvez voir que ce que je dis, bah, c'est vrai, parce que c'est des choses que j'applique à mon quotidien. Et bah, vous voyez, moi, je fais un podcast sans notes, enfin, à part ici mes sujets, hein, mes 7 questions, quoi. Mais sinon, mis à part ça, je prends pas de notes, c'est que du feeling. Donc, on sait de quoi on parle, je maîtrise mon sujet. Maintenant, voilà quoi, donc c'est tout, je pense, pour aujourd'hui. Et on se dit du coup à mardi prochain. Si vous voulez, je peux déjà vous. Voilà, là on est plus beaucoup là. Donc on va parler ensemble. On va parler ensemble. Hop, vous. Faudra quand même que la prochaine fois je note Je prenne mes trucs là, mes sujets de podcast. Euh, alors, mon prochain sujet, ça va être comment. Ah, ça va être bien ça, ça va être sur la périodisation. Donc, du coup, ça va être comment structurer une saison en MMA, planification et pic de forme. Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu ici, mais je vais vous détailler un peu plus ce sujet. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions ou me dire quel sujet vous intéresserait. Ça peut être aussi intéressant, hein. Si vous avez des sujets qui peuvent bah, m'aider à trouver une liste, hein. Là, j'ai déjà mes 4 prochains sujets de planifier, mais pourquoi pas intégrer les vôtres après. Donc, on se dit à la prochaine dans un autre podcast et un petit feedback si vous avez la foi, hein. Allez, ciao les gars.